New York est le plus grand centre financier de la planète, c'est l'État de New York, c'est la 8e économie mondiale, et la ville, elle, a un budget de 127 milliards de dollars, soit plus que la Grèce ou la Thaïlande. On pourrait penser qu'il est impossible de faire faillite pour un géant pareil, mais c'est possible si tu es un socialiste démocratique ou, pour nous, un fasciste. Zakhar Mandami, en 100 jours, a réussi. Donc, ayant hérité d'un déficit de 12 milliards, il n'a rien fait pour le réduire. Mais il a annulé l'embauche de 5000 policiers, augmenté les dépenses pour la bureaucratie et embauché encore plus de fonctionnaires. Pour que donc l'égalité raciale soit obligatoire à New York. Il a gelé les recettes fiscales à cause de la fuite des entreprises de la classe moyenne et en même temps, il a promis des bus gratuits. Donc, des recettes réduites et gelées. Un loyer gelé et des épiceries financées par la ville, c'est-à-dire gratuites. Viens, prends ce que tu veux. Voilà. Nous parlerons aussi ensemble de la courbe d'Arthur Laffer. C'est un sujet extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'une augmentation des impôts au-delà de l'optimum rapporte moins d'argent, et pas plus. Augmenter les impôts rapporte moins d'argent, et pas plus. C'est un sujet très intéressant. Parlons de notre cher Frédéric Bastiat. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, ce sont les rubans lors des conférences de presse. Et ce qui est invisible, ce sont les 19 500 emplois industriels perdus par New York en une seule journée. Une ville qui tenait grâce au fait que le 1% le plus riche de la population donnait combien déjà ? 70%, je crois. Oui, quelque chose comme ça. 70% de toutes les dépenses de la ville, de tout le budget de la ville. Et lui, Mamdani, il chasse le 1%. C'est-à-dire, en gros, il leur dit « Dégagez d'ici, on n'a pas besoin de vous ». Quand ils partiront, les programmes resteront, les dettes resteront, mais il n'y aura plus personne pour payer. C'est exactement comme ça que les villes les plus riches deviennent insolvables. Pas d'un coup, mais petit à petit. Goutte à goutte, comme on dit, l'eau use la pierre. Alors notre cher communo-fasciste, islamiste défenseur de Mamdani, a annoncé que la ville de New York fait face à une grave crise, avec un déficit budgétaire d'au moins 12 milliards de dollars. Nous allons dépenser 12 milliards de dollars sans savoir où les trouver, ce qui dépasse nos recettes fiscales. Où trouver ces 12 milliards ? Nous allons les emprunter, a dit Mamdani, avec intérêt, pour que nos enfants remboursent à notre place. Nous, maintenant, nous n'allons nous priver de rien. Mais nos enfants devront travailler dur pour rembourser nos dettes. Ouais. Et chaque année, nous allons emprunter encore 10 à 12 milliards, et après, que les enfants se débrouillent pour les rembourser. Nous, ça nous est égal. Nous, on sera déjà partis depuis longtemps de cette ville pourrie du futur à ce moment-là. New York a perdu 19 500 emplois dans l'industrie manufacturière de janvier 2025 à janvier 2026. C'est la seule région de cet État avec une dynamique négative. Mamdani lui-même, avec un sourire de satisfaction pour le bon travail commencé, a reconnu que ces chiffres étaient quelque peu inquiétants. À l'avenir, on prévoit un emprunt moyen de 13, j'ai dit 10, 11, 12, 13 milliards chaque année. Mamdani a présenté un budget de 127 milliards. Donc, ça veut dire combien ? Je leur ai dit 70, excusez-moi, je me suis trompé. Le 1% des contribuables les plus riches fournit environ 45% de toutes les recettes de l'impôt sur le revenu. Et dans les années 80, ceux-là, les mêmes, mais seulement 30%. C'est-à-dire qu'ils augmentent sans cesse. Et finalement, ils en ont eu assez. L'assiette fiscale se rétrécit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens s'en vont. De moins en moins d'entreprises représentent une part de plus en plus grande des recettes venant des entreprises. Si les riches partent, le système fait quoi ? S'effondrera. En fait, la ville utilise ce thème classique. Nous avons beaucoup de dettes. Prenons de nouveaux emprunts pour payer les intérêts des dettes précédentes, mais en même temps, augmentons encore les impôts pour que encore plus de gens partent d'ici. Tant que Wall Street gagne, la ville paie. Si le marché s'effondre ou si les riches partent, le système s'effondrera. Ce n'est pas de la planification financière, c'est un pari sur la chance. C'est comme lancer une pièce, non. Ça passe ou ça casse. Mais très probablement, on sait que ce sera comme ça. Un précédent historique existe déjà. 1975. Voilà ce qui arrivera si New York perd l'accès au marché des emprunts, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible d'emprunter. Tout le monde dira
Vous n'avez pas de quoi rembourser, les gars, vous avez déjà tellement emprunté. En 1975, le déficit budgétaire a atteint 14% des dépenses. Les créanciers ont refusé de prêter à la ville. En conséquence, on a réduit la collecte des ordures et la police. Le nombre de meurtres est monté à 1500 par an. Les habitants ont fui la ville en masse. Dans les mois qui ont suivi, la ville s'est retrouvée à plusieurs reprises au bord de la faillite. Il a fallu des années pour s'en sortir. Une forte réduction des dépenses. C'est alors que des maires sérieux comme Giuliani sont arrivés. Aide de l'État, prêts fédéraux, réforme comptable. La ville n'est sortie du contrôle de l'État qu'en 1986. En cas de faillite, la ville bénéficiera d'une protection temporaire contre les créanciers. Bien sûr, mais il deviendra presque impossible de contracter de nouveaux prêts. Seul un fou accorde des prêts à quelqu'un en faillite. Donc les conséquences concrètes, par ordre croissant. Réduction forcée du budget, c'est-à-dire licenciement de policiers, licenciement du personnel des écoles, licenciement de ceux qui ramassent les ordures et moins de personnel pour le métro. Ensuite, la mise sous tutelle de l'État, c'est-à-dire que le gouverneur prend effectivement le contrôle des finances de la ville. Et la fuite des entreprises et des contribuables s'accélère, les revenus chutent encore plus. Il y a bien sûr des différences par rapport à 1975. À l'époque, l'État a interdit de nombreux abus spécifiques qui avaient les conduits à la crise à ce moment-là. En particulier, ils utilisèrent la dette à court terme pour couvrir les dépenses opérationnelles courantes, et aussi pour que les enfants paient davantage. Mais la ville est toujours tout à fait capable de se mettre elle-même dans un profond gouffre. Avec un bon dirigeant, comme Mamdani, on l'y conduira à coup sûr. Formellement, New York ne peut pas déclarer faillite comme une entreprise privée. La législation américaine rend cela pratiquement impossible pour les grandes villes. Cela conduira également à une mise sous tutelle, à l'effondrement des services et à un exode massif de la population. C'est précisément cela la véritable fin du modèle « emprunter, dépenser, emprunter, dépenser, emprunter, dépenser ». Mamdani et sa campagne électorale se nourrissaient du désespoir des New-Yorkais, proposant des fantasmes et ignorant les contraintes de la loi, du budget et des mathématiques élémentaires. C'est le schéma populiste classique. Promettre ce qui n'est pas en ton pouvoir. Dire « Oh, ce n'est pas ma faute, c'est le gouverneur, c'est le prédécesseur, c'est l'État ». En d'autres termes, Lougoun Mamdani, comme tous les communistes et autres semblables, a trompé les naïfs de bien des façons. Par tromper, on entend qu'il les a dupés, il leur a promis tant de choses, même des bus gratuits. Le maire ne peut pas rendre les bus gratuits, peu importe ses promesses. Donc ici, j'ai Sobakevitch, il exige qu'on le prenne en main. Il ne peut pas rendre les bus gratuits, impossible. 100 jours après son entrée en fonction, Mamdani a soudainement avoué « Cela n'arrivera pas. Eh bien, du moins pas cette année, soi-disant, on le fera absolument, mais pas cette année. » Gel des loyers. Il disait littéralement « En tant que votre prochain maire, je gèlerai vos loyers. » Mais le maire n'a pas ce pouvoir. Il ne fait que nommer un membre du conseil des loyers. Ils peuvent bien sûr voter pour un gel, mais seulement pour les appartements à loyer stabilisé. En d'autres termes, c'était aussi un mensonge éhonté. Et ici, je vais vous parler d'une qualité très importante qui, depuis environ 200 ans, n'est plus développée, intentionnellement d'ailleurs, dans les écoles américaines et européennes. Cette qualité s'appelle la pensée critique. Seuls 2% de la population en sont dotés, c'est inné. Pour les autres, il faut la développer. Mais le gouvernement veut continuer à tromper la population, et c'est pourquoi il a pratiquement interdit d'enseigner cela à la jeunesse. Eh bien, c'est-à-dire, dans les sciences physiques, oui, mais dans tout le reste, non. Le résultat s'est avéré très simple. En général, pour ainsi dire, les électeurs dans les villes, dans les États et ainsi de suite, élisaient des communistes. Ce sont des fascistes. Ce sont aussi les petits-neveux du grand-père Marx. Une autre chose amusante que Mamdani a promise, c'est d'arrêter Bibi Netanyahou. Cela a également été fait pour plaire aux musulmans de la ville. Il a déclaré qu'il arrêterait le Premier ministre d'Israël si celui-ci venait à New York. La loi fédérale interdit formellement au maire de donner un tel ordre à la police, et le président est autorisé à utiliser tous les moyens nécessaires pour l'empêcher, ou bien de récupérer un diplomate venu en ville des mains de la police. Donc, encore et encore, et une fois de plus,
Mamdani a menti. Selon le service fiscal de New York, en 2024, 700 millionnaires ont changé d'adresse pour un autre État. Ce n'est pas tant que ça, cela représente 2,5% de tous les millionnaires. Le pic a eu lieu en 2020 avec plus de 3300 personnes, cela représente plus de 6%. En 2025, oui. Au cours de la dernière décennie, New York a perdu un total de revenus bruts ajustés de 111 milliards de dollars. C'est-à-dire que les personnes qui apportaient de l'argent à New York ne payaient pas seulement des impôts, mais elles achetaient aussi des choses, utilisées dans des voitures, allaient au restaurant. Ils allaient dans les magasins, dépensaient cet argent. Ils permettaient à un tas d'autres de vivre. Ainsi, 111 milliards de dollars ont quitté New York au cours de la dernière décennie. Mais la principale fuite qui frappe la ville, ce ne sont même pas les ultra-riches, mais la classe moyenne avec des revenus de 100 à 200 000 dollars par an. Ce sont eux qui représentent le plus grand nombre de départs. 130 000. En somme, c'est la classe moyenne, qui paie des impôts et consomme des services, qui part. Si Mamdani augmente les impôts pour les riches, les chiffres pourraient en vite grimper. Le précédent pendant le Covid a montré qu'avec le bon prétexte, l'exode peut doubler en une seule année. Mamdani a annulé, comme je l'ai déjà dit, le plan d'Adams visant à embaucher 5000 nouveaux policiers. En même temps, le budget de la police a été réduit de 22 millions. Et les dépenses pour les bureaux de l'égalité raciale ont augmenté de 42%. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Le président du comité de la sécurité publique du conseil municipal a déclaré « Le niveau actuel de recrutement dans la police est insuffisant. Et le résultat sera des heures supplémentaires, des interventions lentes et une augmentation de la criminalité. » L'ancien sergent du NYPD et professeur au John Clay College a averti « Si la criminalité commence à augmenter en raison du manque de policiers, toutes les grandes illusions du maire s'effondreront. » C'est ainsi qu'en 1975, lorsque New York était au bord de la faillite et a réduit les effectifs de la police, New York est devenu tout simplement le symbole du déclin. J'ai vécu à la fin des années 70, au début des années 80, c'était un cauchemar. La formule est simple. Moins d'argent dans le budget, moins de policiers, des interventions plus lentes, une hausse de la criminalité, la fuite de la classe moyenne, encore moins d'impôts, encore moins d'argent pour la police. C'est une spirale que New York a déjà connue dans les années 70 et Mamdani ne compte rien changer. Et lui, c'est un communiste qui déteste notre mode de vie et la philosophie que les pères fondateurs ont instaurée dans ce pays, celle qui a fait de l'Amérique ce qu'elle est aujourd'hui. Aucun des pères fondateurs ne reconnaîtrait New York aujourd'hui, ni les noix de Californie, ni l'Oregon non plus. Et maintenant, regardons l'État de Californie dirigé par les socialistes, dans lequel je vis. L'emploi manufacturier en Californie a chuté de 7,8%. Dans les autres États, pendant la même période, il n'y a eu aucun changement, ni en moins ni en plus, zéro, alors qu'en Californie, cela a baissé. Si le rythme actuel se maintient, et pour l'instant rien n'indique qu'il va ralentir, alors le Texas dépassera la Californie en tant que plus grand État manufacturier des États-Unis dans environ 3 ans. 3 ans, c'est bientôt, c'est le prochain mandat présidentiel. Pourquoi ? Pourquoi des entreprises établies en Californie depuis des décennies quittent-elles soudain l'État ? Commençons par l'électricité. Parce que pour la production, l'électricité, c'est littéralement le sang. Le tarif industriel en Californie aujourd'hui est de 14,2 centimes par kilowatt, alors qu'au Texas, il est de 5,6. C'est 2,5 fois moins cher. Imaginez que vous dirigez une usine qui dépense 1 million de dollars par an en électricité en Californie. Vous déménagez au Texas, vous économisez 400 000 dollars chaque année sans rien changer, ni l'équipement, ni le personnel, ni le produit. Vous avez juste déménagé. Le salaire minimum en Californie varie de 16 à 20 dollars de l'heure, selon le secteur. Et au Texas ? Oui, embauche la personne si elle est d'accord. C'est écrit 7,25 $. Autrement dit, tu négocies avec la personne et tu dis « Tu ne sais rien faire, viens travailler, je vais te former ». Tu vas toucher 7, 8, 9, 10 dollars et ensuite, quand tu auras progressé, on verra si on te garde et si oui, on t'augmentera ton salaire. C'est-à-dire que le Texas n'a pas augmenté ce salaire exprès, pour donner la possibilité aux entreprises de se développer. Pour une entreprise de production avec 1000 employés, la différence dans les coûts de main-d'œuvre, c'est littéralement des dizaines de millions de dollars par an. Une personne arrive sans compétences, tu la paies beaucoup,
puis tu la vires après 3 mois et cherches quelqu'un d'autre. L'impôt sur les bénéfices des sociétés. En Californie, c'est 8,84%. Au Texas, 0. Rien du tout. Aucun impôt. D'impôt sur les sociétés. Et ils ont assez pour tout. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi le signal que l'État envoie aux entreprises. Nous voulons que vous soyez ici. Parlons maintenant des syndicats. En Californie, 16% des travailleurs sont syndiqués, alors qu'au Texas, c'est 4%. Et ce ne sont pas que des statistiques, ce sont des règles de négociation différentes, des possibilités différentes d'optimiser la production, une flexibilité différente en période de crise. Et enfin, l'écologie. La Californie. La Californie a les normes écologiques les plus strictes au monde. Pour la production, cela signifie des filtres coûteux, des restrictions sur l'équipement, des contrôles constants, des amendes permanentes. D'ailleurs, il arrive souvent que les normes californiennes devancent les normes fédérales d'une dizaine d'années, et les entreprises n'ont tout simplement pas le temps de s'adapter. À tout cela, ajoutez le coût du logement. Une maison moyenne dans la région de San José coûte plus d'1 million de dollars. Une usine peut débaucher un bon ingénieur d'un autre État. Mais comment lui expliquer qu'avec l'argent qu'il dépensait là-bas, il ne pourra louer qu'un studio à 1 heure de route de son travail ? L'incapacité à retenir le personnel est vue comme la cause principale du départ du personnel. Où vont-ils donc ? En observant la carte de la migration interne des entreprises américaines, un schéma clair apparaît. Le Texas est numéro 1. Austin est devenu ce que l'on appelle officiellement les Silicon Hills. Des entreprises technologiques et industrielles ont déménagé ici, attirées par l'absence d'impôts sur les sociétés, l'électricité bon marché et les lois, c'est-à-dire le droit de travailler sans adhérer à un syndicat. Dallas, Houston et Fort Worth accueillent aussi les personnes quittant la Californie. Houston attire surtout les géants de l'énergie, notamment du pétrole, avec une infrastructure déjà en place. Le Tennessee et surtout la ville de Nashville, c'est l'histoire d'une ville qui a changé. En 10 ans, une ville de taille moyenne est devenue un véritable pôle d'entreprise. Des impôts faibles, une main-d'œuvre en croissance, des logements abordables, tout ce qui manque en Californie. La Caroline du Sud, la Géorgie, l'Alabama, ce sont les nouveaux centres industriels du sud des États-Unis. C'est là que vont les usines automobiles, les industries aérospatiales, la pharmacie. La région offre des exonérations fiscales, des subventions pour la construction et une main-d'œuvre qui ne demande pas de salaire de grande ville. L'Arizona et le Nevada, proches de la Californie et sur le même fuseau horaire, permettent une installation facile sans perturber les chaînes d'approvisionnement. Mais le climat des affaires y est fondamentalement différent. Passons maintenant à quelques noms. Sinon, ce ne serait que des statistiques abstraites sans évoquer des sociétés concrètes. En 2021, Elon Musk transfère le siège social de Palo Alto à Austin, au Texas. Avec cela, une gigafactory, 5000 emplois, Musk l'affirmait alors ouvertement. Il affirmait que la Californie était trop réglementée et que l'entreprise devait s'étendre ailleurs. SpaceX et X transfèrent en 2024 les sièges sociaux des deux entreprises bleues au Texas. Donc X, c'est l'ancien Twitter, il a quitté San Francisco. Chevron, la plus grande compagnie pétrolière du pays, a transféré son siège social de San Ramon, en Californie, à Houston en 2024. Plus de 50 ans en Californie. Et voilà, déménagement. Hewlett-Packard en 2020 de San José à Houston, Oracle la même année de Redwood City à Austin, puis en 2024 à Nashville. Yamaha Motor Company, presque 50 ans en Californie. C'est une entreprise japonaise, elle a ouvert une filiale en Californie, en Amérique, et elle a très bien fonctionné. En 2026, elle déménage en Géorgie. L'entreprise a clairement indiqué la raison. Les coûts y sont horribles, cauchemardesques. Public Storage est à Glendale, Californie, depuis plus de 50 ans et déménagera à Africa, Texas en 2026. Donc, John Paul Mitchell Systems est une marque américaine emblématique de produits capillaires, basée à Los Angeles, qui déménage au Texas. In-N-Out Burger est un symbole, une chaîne de burgers californienne emblématique, que tout le monde adore littéralement. Même quand il n'y a personne ailleurs, là-bas il y a toujours la queue. En 2025, elle a transféré son siège social au Tennessee, là où part In-N-Out. Quand In-N-Out s'en va, ce n'est plus simplement une décision commerciale, c'est un changement culturel. Alors maintenant, l'essentiel. Tout ce dont nous avons parlé, ce n'est pas une catastrophe qui s'est produite soudainement. C'est un processus contrôlé, prévisible et documenté.
Il est même tellement prévisible que le gouverneur Gavin Newsom a inclus dans les prévisions budgétaires la perte de 50 000 emplois industriels supplémentaires au cours des 4 prochaines années. Autrement dit, les autorités de l'État comprennent elles-mêmes que les gens vont continuer à partir. Et ils intègrent cette fuite dans les documents officiels de base. Autrefois, l'État doré n'était pas qu'un joli nom. C'était un État qui, pendant 150 ans, était synonyme d'opportunité, de croissance et d'avenir. Mais les opportunités ne sont jamais acquises. Elles vont là où il leur est plus facile de respirer. Et tant que la Californie ne changera pas son attitude envers les entreprises, les tarifs, les impôts, la réglementation et le coût de la vie, cet exode continuera trimestre après trimestre. La question n'est pas de savoir si la Californie survivra à cette vague, car elle y survivra. Elle est trop grande, riche et importante. La question est de savoir comment elle s'en sortira de l'autre côté et qui prendra sa place sur la carte de la production. Et maintenant, l'exact opposé, la Floride. Les gens quittent quand même la Californie, sur New York et l'Illinois, pour plusieurs autres États. L'un des principaux, c'est la Floride, un autre c'est le Texas, comme je vous l'ai dit. Il y a 3 principaux flux. Du nord-est viennent les financiers, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les avocats. L'impôt sur le revenu à New York atteint plus de 10%, alors qu'en Floride, il est de 0. Avec un revenu annuel de 5 millions, cela permet d'économiser 500 000 par an juste en changeant d'adresse. Le transfert d'usines vers la côte depuis la Californie s'est accentué après 1922, lorsque la Californie a sérieusement évoqué un impôt sur la fortune. Larry Page, c'est Google, a acheté 2 villas à Miami pour 173 millions de dollars début 1926, Mark Zuckerberg une villa pour 170 millions de dollars. Howard Schultz, le fondateur de Starbucks, un penthouse à 44 millions. Depuis l'Illinois et le Midwest, Ken Griffin a transféré Citadel, c'est probablement le plus grand fonds spéculatif. Combien ? 70 milliards, 60 et 11 milliards de dollars. Après cela, d'autres l'ont suivi. Pourquoi vont-ils précisément en Floride ? Les impôts, c'est le principal. La Floride n'en prélève pas. L'impôt sur le revenu des personnes physiques est à 0. L'impôt sur les successions est à 0. L'impôt sur les plus-values, eh bien, l'État, les fédéraux prennent 0, le minimum pour les sociétés. Le coût de la vie, la location de bureaux, les charges, la main-d'œuvre sont moins chers qu'à New York ou en Californie. Et c'est pourquoi, en 1925, le PIB de la Floride a atteint 1700 milliards de dollars. Le climat et la qualité de vie, les dépenses aussi, ce n'est pas rien. Quand le dirigeant d'une entreprise déménage, l'entreprise le suit aussi. C'est exactement ainsi que fonctionne ce qu'on appelle l'effet Griffin. Le PDG déménage, achète de l'immobilier, transfère le siège social, embauche des employés sur place. Les autres PDG observent et font de même. La population croît à un rythme record, plus vite que dans les autres États, entraînant l'expansion simultanée du marché de consommation et de l'emploi. Tout n'est pas parfait. Certains financiers partis pendant le Covid sont revenus à New York pour les enfants, les écoles, la vie culturelle, la concentration de talents. La Floride ne peut pas encore offrir ce que New York offre en tant que carrefour mondial des relations d'affaires. En été, là-bas, en Floride, il fait généralement très chaud et très humide. Les prix de l'immobilier à Miami ont tant augmenté en 4 ans qu'une partie de l'avantage face à New York s'est déjà estompée. La Floride n'est pas un substitut à New York ou à la Californie, mais elle leur prend ce qu'ils ont de plus précieux. Des personnes aisées et leurs entreprises. Tant que New York et la Californie ne changent pas leur politique fiscale, ce flux ne s'arrêtera pas. Maintenant, réfléchissons, exerçons notre esprit critique et examinons des exemples historiques ainsi que ce qu'en disaient des économistes avisés. Un sujet classique issu de 2 théories différentes, la courbe de l'affaire et le concept de Bastia, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Analysons les deux en les appliquant à la situation à New York. Voici la courbe de l'affaire. Pourquoi une augmentation des impôts rapporte-t-elle moins d'argent ? Vous comprenez, n'est-ce pas ? Ils ont augmenté les impôts parce qu'ils voulaient avoir plus d'argent, mais ils ont fini par en recevoir moins. Eh bien, comme Galampus le disait, pour ainsi dire, c'est toujours la loi de la bureaucratie, la loi du fonctionnement de l'État, n'est-ce pas ? Donc, ils font quelque chose et cela donne toujours le résultat exactement opposé à leur intention. Ok, la logique est simple. Avec un impôt nul, il n'y a aucune recette, n'est-ce pas ? Avec lui, eh bien, 0 impôt, pour ainsi dire. Oui, là tu as gagné 100. Oui, 0 impôt. La ville n'a rien reçu. Avec un impôt à 100%, c'est aussi 0. Personne ne travaillera gratuitement. Si tout est pris, pourquoi travailler ?
Entre ces extrêmes, il existe un point optimal, non? Si le taux est déjà au-dessus de cet optimum, plus élevé, une augmentation de l'impôt réduit les recettes. Pourquoi? Parce que les gens partent d'abord dans un autre État. On le voit déjà à New York et ailleurs, ils transfèrent leurs actifs dans divers trusts, fonds, holdings, réduisent investissement et embauchent et ne déclarent plus du tout leur argent. Ils passent à l'économie souterraine, surtout les plus petits. Ils gagnent simplement moins, pourquoi se donner du mal si la moitié part à l'État? À New York, le taux combiné pour les millionnaires atteint déjà presque 15%, c'est l'État plus la ville. C'est avant l'impôt fédéral, c'est avant l'impôt fédéral. C'est l'un des niveaux les plus élevés au monde parmi les villes. Mamdani souhaite ajouter encore 2%. La question n'est pas de savoir si c'est juste ou non, cela n'a rien à voir avec la justice, mais de savoir si les gens continueront à payer, s'ils seront encore physiquement là pour payer. Frédéric Bastiat, l'un des 9 piliers de mon cours que je publie sur Internet, La feuille de route vers la liberté, l'a formulé dès 1850 dans son essai « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Ce qui est assez visible, ce que les politiciens montrent lors des conférences de presse, c'est que 10 millions ont été collectés auprès des riches. Des crèches ont été construites, le métro est devenu gratuit là-bas, des épiceries ont été ouvertes. Mamdani coupe le ruban, les caméras filment, mais ce qui est invisible, ce que les caméras ne filment pas, c'est le crunch. La fondation a déménagé en Floride, 200 emplois bien rémunérés ont disparu, le restaurant a fermé parce que le propriétaire n'a pas pu supporter les nouvelles taxes. 30 patients se sont retrouvés à la rue. La start-up s'est enregistrée au Texas et non à New York, parce que là-bas, elle ne paiera aucun impôt. Le médecin a réduit son activité et les files d'attente ont immédiatement augmenté. L'investisseur n'a pas investi 50 millions dans le nouveau projet, ils sont restés sur un compte dans un autre État. On ne tient pas de conférence de presse sur ce qui n'a pas eu lieu. Il n'y a pas d'emplois qui n'ont pas été créés, il n'y a pas d'entreprises qui ne se sont pas ouvertes. C'est ça le coût réel invisible des programmes gratuits. Et là, comme nous l'avons dit, le top, c'est-à-dire le 1%, le plus riche fournit 45% de l'impôt sur le revenu de la ville. Si même 5% de ce 1% partent et transfèrent légalement leurs impôts, plusieurs milliards disparaîtront. Les programmes pour lesquels des emprunts ont été contractés restent. La dette reste, la source de financement a disparu. Ce qu'on voit, c'est que Mamdani a augmenté les impôts pour les riches. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les riches laissent son parti, la classe moyenne compense via la taxe foncière, les services se dégradent, la ville s'appauvrit. La ville s'appauvrit et la criminalité augmente. Moins de services, des rues sales, aucune nouvelle construction ni réparation des vieux bâtiments. Pourquoi? Car ce n'est plus rentable. Pourquoi investir de l'argent si cela ne rapporte rien? Ce que proposent par exemple Mamdani, Gavin Newsom, Kamala Harris, qui d'ailleurs compte à nouveau se présenter à l'élection présidentielle américaine. Tout cela mène à l'URSS, à l'Allemagne de l'Est, et finalement, comme il était facile de le croire, à la Corée du Nord. Bon, là, vous ne me croirez pas parce que cela ne se voit pas. Mais si on sait penser comme un économiste, alors ce qui n'est pas visible devient tout de suite évident. Et malheureusement, c'est aussi inévitable que le fait que la distance la plus courte entre deux points sur un plan est une ligne droite. Que l'eau boute à 100 degrés et qu'un angle droit fait seulement 90 degrés, donc 10 degrés de moins. C'est impossible autrement, l'inverse n'existe pas. C'est tout. Si cela vous intéresse, si vous voulez stimuler votre pensée critique et même votre créativité, il y a mon livre gratuit dans la description. Téléchargez-le sur votre ordinateur et votre téléphone, puis chaque jour, vous recevrez 10 minutes de vidéo du projet Feuille de route vers la liberté. Ce sera intéressant. Ah, c'est aussi gratuit. À la prochaine.